d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Dans l'épisode de jour, vous découvrirez Tatiana, une guerrière diagnostiquée avec le SOPK depuis 2013. Le SOP, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, qui est un trouble hormonal rencontré fréquemment chez les femmes en âge d'avoir des enfants et pouvant se traduire par des anomalies du cycle menstruel, de l'acné, une pilosité excessive ou encore un surpoids, voire une infertilité. Depuis le 3 mars 2020, un ange s'en est allé beaucoup trop vite. Tatiana a perdu sa petite étoile Johanna. Vous écoutez du SOPK à l'aventure PMA, mon parcours de combattante. Découvrez tout de suite son récit. J'ai eu à peu près pendant 10 ans, j'ai eu 6 pilules. Avant mon diagnostic de 8 ans à 20 ans, je sentais des sensations dans mon corps qui n'étaient pas normales, comme avoir de la poitrine à 8 ans et faire des échographies et aussi j'ai eu une boule dans la poitrine et qui était pour moi, la chose c'est qu'ils ont diagnostiqué comme si c'était bénin, c'était un figo-adénome, mais il aurait pu avoir un cancer. J'ai eu des cycles irréguliers et même absents, même absents même pendant des mois et des mois. Et ça s'est réglé en 2019. J'ai quand même eu des douleurs pelviennes, même ovariennes, même plus que pelvienne, c'est plus ovarien, pendant plusieurs années, jusqu'à même encore aujourd'hui. Des douleurs pendant les rapports, jusqu'en 2019. Je faisais des poids yo-yo. Et pendant 10 ans, les médecins me disaient, surtout les gynécos, c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi les gynécos. Ils ont commencé à me dire que les SOPK c'était inflammatoire à cause de mon alimentation. La seule chose c'est que je mangeais juste des goûters maison. Après, à côté, mon alimentation était saine et sans gras. Je mangeais pas souvent fast food et la seule chose c'est que mon père est cuisinier, il faisait très attention à mon alimentation, il cuit pas au beurre, il cuit à l'huile d'olive. Et la seule chose c'est que j'ai jamais mangé beaucoup de féculents, je mangeais quelques fois des pommes de terre, mais je suis plus dans les légumes. Alors c'était juste les goûters à 4 heures qui étaient les gâteaux maison de mon père. La seule chose c'est qu'on m'a dit que c'était peut-être inflammatoire, comme je vous ai dit, un SOPK inflammatoire ou post-pilule. Après, j'ai eu aussi des phrases par certains gynécos ou même infirmières stériles ou endocriniens par rapport à vous pouvez peut-être pas avoir d'enfants, la PMA sera jamais ouverte. Cette pathologie est vraiment c'était une pathologie il y a eu des périodes très éprouvantes pour moi alors surtout quand j'ai eu le diagnostic. À 20 ans, me dire en pleine tête je suis stérile. Surtout après, quelques temps avant, j'avais un figo-adénome mais qu'on me disait pas que c'était peut-être en lien avec ça, parce que j'avais fait quand même des échographies et on voyait déjà mes follicules qui avaient parce qu'au total de follicules sur mes ovaires, j'en ai quand même 30 par mois, les deux côtés. Et en vrai, la seule chose, c'est que la période du figo-adénome, avant le diagnostic, on m'a quand même poncé ma poitrine. Avant le figo-adénome, on m'a quand même diagnostiqué peut-être un cancer. On m'a quand même fait beaucoup d'examens. Et en vrai, c'était bénin. Mais c'était une période déjà de stress. Il y a eu la période de 2017 que j'ai perdu ma grand-mère, qui là, à partir de là, mon SOPK a vraiment augmenté. Quelques temps avant, les SOPK étaient un peu stables, ça veut dire que j'avais juste un petit peu de poids, j'avais pas mes règles irrégulières, mais
À partir de ma grand-mère, le diagnostic, les douleurs pelviennes, ils étaient vraiment très présents. Même j'ai eu des saignements et j'ai eu un kyste dermoïde qui s'est créé dans mon ovaire gauche. Cette période-là, pendant quand même de 2017 à 2019, j'ai pas pu travailler. Toute l'année 2018, la seule chose, c'est que je faisais des saignements quotidiennement, des spottings quotidiennement en dehors des règles. Limite, des fois, j'avais des spottings pendant un mois, plus les règles, c'était énorme. Ça veut dire que j'avais peut-être 15, parce qu'avant, j'avais des signes de 15 jours. Et en gros, plus des spottings, c'était énorme. C'était beaucoup prenant pour moi. Et des moments, c'était compliqué jusqu'à que je puisse trouver un médecin après 1 an pour me diagnostiquer que mon kyste était à 2 cm, mon kyste dermoïde à gauche sur mon ovaire, et qu'à un moment donné, il fallait qu'on m'opère. Il me disait, bon, mais c'est petit le kyste, mais je voulais qu'on me l'opère parce que j'avais super mal, je pouvais même plus conduire. On a pu me l'enlever à Marseille, parce que là je vivais dans le sud, et en gros la seule chose c'est qu'on a pu quand même l'enlever. Et quand on m'a opéré avant le diagnostic, elle, dans le compte rendu, elle me disait que peut-être elle m'enlevait une partie de l'ovaire gauche. Pas du tout, elle a réussi à pas me l'enlever. Et à ce moment-là, cette période-là, on pensait que j'avais aussi l'endométriose, et en vrai on m'a fait tous les diagnostics, tous les examens, et pas du tout, j'ai rien du tout, j'ai que les SOPK. Ça, c'est déjà un point positif, mais j'ai eu une période, ça, c'était des périodes déjà très difficiles pour moi. Après, c'est vrai que mes relations amoureuses m'ont pas aidée, parce que j'ai eu des relations toxiques et physiquement et moralement, qui m'ont pas aidée vraiment sur SOPK, parce que voilà, j'ai eu à 17 ans, j'ai eu de la violence conjugale de mon premier fiancé, voilà. Après j'ai eu de manque de confiance en moi, et je l'ai gardé en moi, je l'ai caché pour moi, même ma propre famille n'était pas au courant. Et c'est vrai que c'était une période, je pense, très difficile. J'avais 17 ans et demi, et la seule chose c'est que jusqu'à mes 28 ans, j'ai gardé quand même 10 ans tout ça. Et en vrai, après avoir d'autres relations, en vrai on se répare jamais. Quand on se remet à quelqu'un quelques mois après, on se répare pas, et après on reprend le même contexte de vie, le même schéma amoureux, jusqu'à un moment donné, le corps il en peut plus. Et c'est vrai que je pense que les SOPK étaient entrés en moi, parce que depuis l'âge de 8 ans, mais je pense que c'était juste une petite parcelle. En mars 2020, j'ai eu 3 jours de saignement très abondant, et à un moment donné, un matin, je me suis réveillée, j'avais une grosse flaque, limite comme une perte des os, on va dire, de sang. Je me rappellerai toute ma vie, et je les garderai toute ma vie dans ma tête. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Mais en gros, la seule chose, c'est que j'ai pris une ampoule pour arrêter mes saignements. Et la seule chose, c'est qu'après, j'ai eu le Covid pendant 8 mois. Mais pendant 2 mois, je suis restée dans le lit, alors d'avril à juin. Période-là, la seule chose, c'est que j'étais allongée, et quand je me suis relevée, j'ai eu des contractions, des saignements noirs, et des douleurs très 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 pelviennes, même comme des petites contractions. Alors je peux pas vous expliquer parce que j'ai jamais eu d'enfant avant, alors je sais pas si c'était des contractions énormes. Je suis allée à l'hôpital, ils ont pas prouvé, et après au fil du temps, j'ai eu des morceaux qui sont tombés. Des morceaux, ils pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne voyaient rien à l'échographie. Je comprends aujourd'hui les médecins qui ne l'ont pas compris. Mais moi, j'avais besoin d'explications, j'avais besoin d'entendre. Et en gros, je suis allée à Marseille 11 mois après, parce que j'aurais dit, mais j'ai des morceaux encore et tout. Et ils m'ont dit, c'est là-bas, à l'hôpital Nord, je vais pas vous cacher, à Marseille, ils sont très poussés sur les... Voilà. Alors, j'ai quand même dit, à un moment donné, ils m'ont pris pour une folle. Alors, j'ai fait quand même une grossesse nerveuse. Suite à tout ça, en vrai, j'ai fait une grossesse nerveuse. En gros, la seule chose, c'est que... à cause du stress, les contractions et tout, ça m'a fait une grossesse nerveuse. Mais je voulais d'abord des explications. J'ai des saignements noirs, j'ai des morceaux, je voulais savoir pourquoi. On m'a expliqué à Marseille qu'en gros, sur certaines, que c'est la suite de ma fausse couche, et que physiquement et mentalement, j'ai quand même fait comme une vraie grossesse. Pour moi, ça reste un œuf clair, et j'ai quand même voulu mettre un prénom dessus parce que ça reste quand même une étoile. Alors j'ai donné comme prénom Johanna, parce que pour moi, ça restera toujours un œuf clair féminin pour moi, parce que c'est comme ça j'ai voulu. Alors au début, je sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, alors j'ai voulu mettre Johanna parce que ça peut être Johanna ou Joanne. Je suis revenue dans le sud parce qu'après tout ça, en avril 2021, j'ai décidé de retourner dans le sud. Alors de base pour travailler.
Et en gros, la seule chose, c'est que j'ai rencontré mon nouveau compagnon, qui est devenu mon fiancé, et depuis 1 an maintenant. Et on va se marier dans 4 ans. Et suite à cela, la seule chose, c'est que j'ai voulu plus retourner vers les gynécos. J'ai trop entendu, trop vu. Et franchement, j'ai jamais été vraiment diagnostiquée en vrai. Vraiment, j'ai eu le SOPK, ils savent que c'est quoi, mais ils m'ont jamais expliqué c'est quoi un cycle en vrai. De 28 jours, ok, mais après, je sais pas plus. En vrai, le SOPK, j'étais dans le néant de dire, vous avez le SOPK, débrouillez-vous, etc. Et quand vous voudrez un enfant, vous démerdez. Et en vrai, c'est ça le mot qui, pour moi, qui m'a choquée, vous démerdez. C'est pas normal que quelqu'un qui voudrait un enfant se dit débrouillez-vous. Parce que depuis 2019, j'ai arrêté les contraceptions. Voilà, après, depuis 2019, j'ai mes cycles. J'ai jamais compris comment ça marchait, rien. Pendant 9 mois, on a essayé avec mon fiancé, mon futur mari, pour avoir un enfant de mai 2021 à février 2022. Et en vrai, ma sage-femme a pris la décision de me diriger vers une PMA à Toulon. Et en gros, la seule chose, je suis tombée sur la secrétaire. La gynéco PMA ne prend pas du tout de nouveaux patients parce qu'ils sont peu à la Toulon. Ils sont que 2 gynécos. Alors, c'est vraiment très compliqué parce que vous savez pas si certains qui sont PMA, ils peuvent comprendre, mais même des fois, certains ne comprennent pas, mais ils sont très demandés. C'est énormément demandé un PMA. C'est un secteur de PMA. En vrai, moi, avant de rentrer en PMA, j'aurais jamais pensé que ce secteur était très demandé. Alors, je savais, parce que je vois sur les réseaux, mais c'est un secteur mais très demandé. C'est devenu, limite, la seule chose pour avoir un enfant maintenant. Pour moi, c'est le vrai mot. Où tu as un enfant, moi, je remarque, dans la société de maintenant, je le remarque, je ressens, où tu as un enfant très désiré et tu arrives à en avoir un naturellement, ou tu as envie carrément d'être maman ou même parent, et en gros, t'as pas le choix de passer par une PMA. Alors certains ont pas le choix parce qu'ils sont homosexuels, mais nous les hétéros, ou tu arrives à avoir des enfants naturellement, ou tu passes par une PMA, et c'est énorme. Le monde, alors la seule chose quand j'ai pris le téléphone et que je tombe sur la secrétaire, elle me dit pour l'instant je veux voir avec la gynéco parce que la seule chose qu'elle prend pas de nouveaux patients. Ok, mais je leur dis mais ça fait 10 ans que j'ai des cas bientôt. J'aimerais bien avoir quand même parce que je suis pas du tout suivie. Je suis suivie par une sage-femme parce que le gynéco n'arrive pas à me répondre. Elle me dit je vous rappelle dans l'après-midi. Elle a eu le courage de me dire la gynéco vous accepte parce que par rapport à votre parcours. Et ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, vous faites tous les examens nécessaires, je vous dis par téléphone, voilà, spermogramme, bilan sanguin, etc. Moi, il fallait faire plein d'autres examens pour savoir si les trompes étaient bouchées, si mon bilan sanguin était bon. Il fallait que je fasse une échographie folliculaire, plein de choses. En vrai, c'était en septembre, tous ces diagnostics, et on avait des semaines encore. On avait à peu près 15 jours entre tous ces diagnostics et son diagnostic de spermogramme et le premier rendez-vous de PMA avec la gynéco. Franchement, ça m'a vraiment stressée, même remis en question, même de doute, même de colère. Alors, au début, on peut penser contre lui, mais en vrai, pas du tout. C'était moi-même, je me disais, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? J'arrive pas. Et en plus, maintenant, les labos ont droit à mettre quel diagnostic, alors on modifie ou machin, et je dis non, mais en vrai, je me suis doutée, parce que avant de rencontrer mon compagnon, avec toutes les périodes difficiles que j'ai eues avec mes relations, et avant les relations, la seule chose, c'est que je me suis dit, avec ces relations que j'ai eues, je me suis dit, la seule chose, c'est que maintenant, je vais me laisser vivre, et qu'en gros, je préfère me dire, je vais me concentrer sur le travail, et mettre à fond, et que quand j'aurai 35 ans, si j'ai rencontré personne, je me mets dans une PMA solo. Et je pensais faire une FIV, ou une FIV normale, ou une FIV, je ne savais pas que ça existait, une FIV SCI. Suite à tout cela, on a eu le 2e rendez-vous. Alors, il fallait refaire des examens pour monsieur. Et en gros, il fallait qu'il fasse génétique. Alors ça, cette période de génétique, on a attendu 3 mois. Échographie testiculaire, prostate, encore spermogramme. Et suite à cela, il y a un social c'est qu'elle là, elle nous a dit, en gros,
Les effets qui m'ont fait sur le corps, qui m'a un peu plus perturbée, mais ça, elle m'avait dit, ça c'est tous les premiers protocoles pour que le corps agisse. Mais au bout de cette même hyperstimulation, on a quand même eu 7 embryons de très bonne qualité pour la première ponction en général. Mais voilà, la seule chose, c'est qu'aucune personne n'a le droit de vous juger pendant ce parcours, de vous dire « Ah ben ça marchera pas ». Si vous y croyez, peut-être c'est pas le moment, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça va marcher. Et à un moment donné, ça va marcher, je peux vous confirmer. J'ai des amis qui ont passé par la FIV, ils ont eu un bébé. 10 ans après, ça c'est sûr. Mais des fois, oui, c'est un parcours très très long. Très très long, mais à un moment donné, il y a un espoir. Il y a toujours des espoirs. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important dans ce parcours d'y croire. Il y a on monte des montagnes. Et à un moment donné, dans la montagne, il y a des endroits où on peut s'arrêter comme des gîtes. Et moi, en ce moment, je m'arrête sur un gîte. Voilà, je me repose. Et je vais repartir pour faire mon transfert. Et c'est ça la vie. Les SOPK, j'ai eu des montagnes. Pendant 10 ans, c'est comme la dysphasie. Je suis passée par des périodes, mais je ne savais même pas. Et c'est ça le plus important dans la vie, c'est d'y croire. De croire à un but. La dysphasie, pendant 14 ans, j'ai fait de l'orthophoniste. Si vous m'avez vu avant, comment je parlais, et j'ai eu des critiques. Et encore aujourd'hui, encore des critiques. Et j'ai eu des critiques. Et maintenant, des filles de collège qui me parlent sur Instagram, sur Facebook, qui me suivent. Parce qu'elles voient le passage que je suis passée. Et quand on est au collège et quand on est au lycée, même maintenant, adulte, il y a des périodes qu'on se critique, et même en relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pardonné en vrai à ces personnes-là. On était des gamins, certains. Et même il y a 3 ans, la seule chose, c'est que je pardonne les gens. On n'est pas pareil, on a changé, on a vécu des choses. Faut pardonner aux gens. Parce que les gens s'en sortiront pas si on pardonne pas. Comme médecin, j'y croyais plus, j'ai pardonné. Et aujourd'hui, j'ouvre la porte à ma gynéco. De base, je n'y croyais plus à la gynécologie. Et j'ai ouvert, je lui fais confiance. Dès maintenant, je doute un peu, mais je lui fais confiance, je lui laisse faire. C'est être la gynéco qui va faire mes enfants avec, qui va nous aider pour avoir notre enfant avec mon compagnon. Alors pour moi, c'est le plus important de lui faire confiance. Après, il faut pas fermer les yeux, mais moi je suis tombée sur une gynéco qui est pour moi déjà une partie au top. Après, la seule chose, c'est que les traitements, etc., elle peut pas tout savoir, elle connaît pas mon corps, elle teste. Voilà, on n'est pas des cobayes, mais voilà. Mais c'est vrai que des moments, il y a des gynécos qui suivent pas vraiment son corps et des fois, ils donnent trop de traitements. Je peux comprendre certaines qui comprennent pas pourquoi les gynécos donnent ça, parce qu'en vrai, je peux pas je peux pas vous dire pourquoi. Mais moi, c'est vrai que là, pour l'instant, les gynécos ont trouvé le traitement peut-être bien. Mais voilà, j'ai une hyperstimulation, c'est pas grave. Mais voilà, je suis déjà très heureuse du parcours que j'ai vécu. Franchement, c'est déjà une première partie très heureuse. Pour tout, je pardonne et j'essaye d'avancer, parce que si j'avance pas, moi je suis bientôt mariée. Si j'avance pas, je suis toujours dans mon passé avec mes autres relations ou mes autres amis que je parle plus. Je m'avance pas dans la vie. Et c'est comme pour tout, ma dysphasie, c'est même pour mon SOPK. Si je suis toujours sur mon SOPK, je m'en sors pas. Je fais juste attention maintenant à l'alimentation, surtout sur les boissons. Je bois quelquefois des sodas, pas tout le temps. Et surtout, je suis plus sur les jus de pommes. Les jus de pommes, les jus de raisin, sur les jus surtout, mais surtout, je suis plus sur l'alcool. Depuis 2020, je bois plus d'alcool, je fume plus. J'étais une fumeuse et je buvais quelques fois en week-end, très osé. Mais depuis mes 28 ans, je ne fais plus tout ça, je fais caca et l'alcool ne n'aide pas, surtout dans les SOPK. Et le café, j'ai tout arrêté depuis 1 an. Je buvais quelques cafés comme ça au fil du temps, mais c'est pas du tout bon. Et le thé, j'ai arrêté depuis 3 mois. Je bois des tisanes. Pas en ce moment, mais voilà. Mais l'alcool, j'ai tout arrêté. Quand quelqu'un me demande, surtout en famille, ma famille me demande tout le temps quand je suis bien. Ils me testent pas, mais ils le savent. Mais ils me disent, alors non. Et ils comprennent. Ils le savent que j'ai eu une période très difficile sur ça. Et la cigarette, j'ai tout arrêté d'un coup, comme ça, du jour au lendemain. Alors, je supporte, sauf avec le protocole, je supporte pas trop la cigarette. Et voilà, mais c'est comme ça, c'est les hormones. Mais voilà, j'ai tout arrêté, et d'un coup, du jour au lendemain, en 2020. Et j'ai eu raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, j'ai des beaux embryons, voilà. Après, c'est un choix pour tout le monde. Mais pour moi, je suis très heureuse du passage que je fais. Et mon soutien, c'est mon chéri au quotidien. Et il me soutient
tout le temps, malgré qu'il me supporte avec mon caractère. Mais on est complémentaires. Et moi aussi, je le supporte. Alors, je commence à me dire, oui, je suis très heureuse de l'avoir en ma vie. En vrai, de base, c'est ma mère qui est ma meilleure amie. Et j'ai 2-3 autres meilleures amies. Mais mon chéri est devenu mon meilleur ami. Et c'est le premier parce que les autres, c'était rien. C'est lui mon meilleur ami aujourd'hui. J'ai même pas besoin d'avoir d'amis. J'ai besoin que lui. En vrai, quand il n'est pas à mon quotidien, en vrai, j'ai besoin de me confier qu'à lui. En vrai, c'est devenu ma meilleure amie. Mais en gros, chaque SOPK ne sont pas pareils. Certains ont de la pilosité, certains ont un SOPK qui n'ont pas de sac ovarienne comme moi. Moi, j'ai pas de pilosité, j'ai pas d'acné. J'en ai vite fait quelques fois, surtout quand, là, parce que la seule chose, c'est que j'ai eu des traitements hormonaux. Mais après, la seule chose, on n'est pas tous pareils. Jusqu'en 2017, mon SOPK était stable. Ça veut dire que j'avais juste pas de règles et j'avais que 5 kilos de plus. Mais c'était ça mon problème. Après, je vivais bien et la seule chose, j'avais pas de très grosses douleurs. J'avais juste des problèmes de boule dans la poitrine qu'on penserait que c'était un cancer et un kyste dermoïde. Mais avant, je vivais très très bien. La seule chose, c'est que en vrai, c'est les perturbations, comme je vous ai dit, par rapport à mes relations qui m'a perturbé ça. Après aussi familial, dans ma famille, il y a des choses qui sont passées et qui moi aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je vais vous parler quand même des symptômes que j'ai eu avec le protocole jusqu'à la ponction. J'ai quand même eu de l'hyperstimulation, limite presque des problèmes veineux. C'est pour ça qu'elle m'a mis sous piqûre coagulant et des bas avant que ça fasse une thrombose. Voilà. J'ai quand même eu des problèmes très très pollen x10 parce que de base je suis très allergique au pollen, mais là c'était x10. J'ai pris beaucoup de problèmes de peau parce que de base j'ai des problèmes de peau avec l'eczéma, mais depuis mes 24 ans j'en avais plus, mais là c'était atopique limite. En pleine nuit mon fiancé m'a mis des plaques de légumes congelés dans la tête pour vous dire. Voilà, c'était très voilà. Après j'ai pris 3 kilos, j'étais de base 80 kilos quand j'ai commencé le protocole et je suis arrivée jusqu'à même limite presque 83. Voilà. Aussi, la seule chose, c'est que on gonfle, on est très fatigué, on est très irritable et surtout, j'avais des effets secondaires. Je me suis mis en arrêt et aussi, j'avais des vertiges. C'était pas possible et je passais ma vie dans le lit et je pouvais plus rien faire. Ça, mais quand même, la seule chose, c'est que quand même le plus positif, c'est le point positif, c'est que la seule chose, c'est que on a quand même pu avoir cet embryon et que la seule chose, c'est que la ponction, malgré que j'étais en hyperstimulation élevée, j'étais quand même passée de 4000 la première prise de sang à 23 000 d'androgène. La seule chose, c'est qu'elle m'a quand même demandé, ma gynéco PMA, si moi je dirais ma Gigi parce que c'est vraiment ma Gigi qui voilà, elle m'a demandé quand même si c'était si j'avais mal et que si j'étais hâte d'aller jusqu'à la ponction, si j'avais le courage et tout, et j'ai eu le courage d'y aller. Et en vrai, c'est irritant parce qu'à la fin, j'ai quand même eu 16 ovocytes prélevés. Après, avec la FIV ISCI, j'ai quand même pu, avec les micro-injections, avoir 12 qui ont été micro-injectés et 12 sont restés. Après, ils n'ont pas tout gardé parce que par rapport à mon SOPK qui est résistance à l'insuline, mais j'ai beaucoup de sacs ovariennes. Des sacs ovariennes, ça veut dire que j'ai déjà des sacs, malgré que j'ai des follicules, j'ai déjà des sacs tout le temps, en vrai. Et en vrai, ils sont vides. Et en vrai, quand j'ovule, d'habitude, en vrai, ils se remplissent pas. Parce qu'en vrai, à cause de poids, ou parce que j'ovule pas assez, ou parce que j'ai bloqué mon ovulation. À cause de 2020, j'ai bloqué, elle a remarqué que j'ai bloqué mon ovulation. Et en gros, la seule chose, c'est que les sacs sont vides à chaque mois. C'est pour ça que je n'ovule pas et que je ne tombe pas enceinte. Mais en vrai, mes sacs sont déjà là. C'est pour ça qu'elles ont peur que s'ils gardent tous les embryons et qu'ils sont mauvais, pas très bons, que les autres sont de très très bonne qualité, ils ont peur que s'ils gardent tous et quand ils vont choisir, ils ont mis par catégorie de bonnes à jusqu'à moins bons. Et là, ils sont très très bons les 7. Ils n'ont pas gardé les 12. Mais on est déjà très content parce que mon objectif, c'était dans ma tête, et je pense aussi mon compagnon, d'avoir 10 au maximum et à la fin 6. Et j'en ai eu 12
Et à la fin, j'en ai eu 7. Et moi, je suis très, très contente. Et même très contente. Et lui aussi, mon chéri, on est très, très fiers. Parce qu'ils sont très très bonne qualité, ils sont très très gros et ça c'est le point positif parce que j'ai tout entendu aussi pendant la PMA, pas ma gynéco ou par ma sage-femme ou une amie à moi qui est pharmacienne, mais dans la salle d'attente j'ai entendu certaines dire qu'on est sous PK, on peut pas avoir des sacs ovariennes, mais j'en ai, et aussi et c'est ça la méchanceté en PMA, c'est même des pémettes entre nous, on n'est pas capable de se soutenir en vrai. Moi, sachant que en vrai, elle a pas des SOPK ou je sais pas quoi, je vous donne un exemple. Elle avait une autre pathologie. Et moi, en vrai, ça m'embête énormément. Je galère, elle fait pas ma vie, elle m'a jugée et c'est ça qui m'attriste. Parce qu'en vrai, moi, j'étais souriante malgré mes douleurs dans la salle d'attente parce que j'étais dans un état les derniers temps. Les 2 échographies, je souffrais énormément, je marchais plus vraiment, je marchais comme un canard parce que j'étais limite 3 kilos de plus, mais j'avais le ventre gonflé comme une femme enceinte de 3 mois. C'était énorme pour moi et elle voyait pas mes douleurs parce que je garde tout le temps au sourire. Quand je connais pas les gens, voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a attristée de la voir me dire à Patel SOPK, moi, mon amie, elle n'a pas de salle d'embryonienne et ses embryons, elle en a eu que 2. Moi, j'en ai eu beaucoup. J'en avais 2 pendant 2 jours et après, jusqu'à 5, ils ont gardé que les 7. Mais ils sont très, très gros. Elle disait, mais ils sont pas de bonne qualité, ils sont pas très gros. En vrai, c'est de la méchanceté gratuite et j'ai eu le courage de faire de la loi d'attraction et de tout. Et en vrai, le 2e rendez-vous, je me suis éloignée d'elle. Je me suis bloquée, je me suis calée dans un coin parce que je n'accepte pas de la méchanceté gratuite. Et j'entends sur les réseaux que beaucoup de pénettes me disent que quand on est enceinte ou quand on a un projet qui ça marche bien, les gens nous ferment, nous bloquent, nous parlent plus et je comprends pas, je n'accepte pas. Et je me dis, on a droit à voir aussi notre bonheur et on a droit aussi d'être positif et on n'est pas tous pareils et chaque SOPK n'est pas pareil. Et c'est ça que beaucoup de gynécos parlent en vrai, dans ma famille, il y a eu des viols et la seule chose, je pense que ça m'a resté sur moi. Et après, moi, j'ai eu des choses conjugales et des violences conjugales et physiques et morales. C'est pour ça que la seule chose, je pense, c'est lié tout ensemble. Mais après, la seule chose, les gens, ils ne me connaissent pas et ils me jugent sans savoir et ils donnent des diagnostics qui ne sont pas médecins. C'est comme les médecins qui ne connaissent pas leur travail, excusez-moi. Mais la seule chose, c'est qu'à un moment donné, qui donnent des diagnostics, mais ils ne sont pas dans la fertilité. Ils sont juste gynéco de gynéco. En vrai, ils ne sont pas dans la fertilité. Alors, ils ne peuvent pas donner de diagnostic. Pendant 10 ans, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Et encore aujourd'hui, dans une salle d'attente, qu'une femme, c'est sa deuxième grossesse qu'elle veut passer par une PMA. Et la seule chose, sa première, déjà, elle l'a eu grâce à la PMA, et je suis très contente pour elle. Mais la deuxième, elle essaye d'en avoir encore. Mais tu es méchante. J'arrive pas à comprendre. Ouais. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai envie de mettre au clair que le premier protocole, j'ai vécu. Et c'est pour ça que pour mon 2e protocole, j'espère bien, et là, je suis prête, que je ne vais pas parler aux gens dans la salle d'attente. Je ferai un sourire, je dirai bonjour, mais après je resterai dans mon coin. Parce qu'en fait, j'ai compris que les gens, la méchanceté gratuite, mais j'ai de la chance que j'ai pu quand même avoir mes embryons congelés. Parce que si j'aurais été dans le néant et j'aurais pu lui répondre, et en vrai, j'ai écouté mon instinct en me disant, ne lui réponds pas, si tu la recroises au 2e rendez-vous, tu te mets dans un coin. Et j'ai eu raison de le faire. Et j'ai eu raison parce que aujourd'hui, le 2e rendez-vous, elle m'a quand même dit que j'étais en hyperstimulation. Le premier rendez-vous, c'était positif, mais j'étais en hyperstimulation. Et j'ai eu le courage et j'ai eu des grosses larmes. Vous savez pas, si mon chéri, quand il va écouter le podcast, il vous dira que, par commentaire peut-être, j'ai pleuré, mais de l'hôpital jusqu'à la pharmacie de l'hôpital en bas, parce que c'est pas ensemble. Et jusqu'à la voiture, j'ai pleuré même à la maison. C'était une journée, mais j'ai passé une matinée à pleurer. Et quand j'ai eu l'appel, j'ai été rassurée parce que j'ai écouté et j'ai mis de la musique en rentrant et j'ai prié dans la voiture en rentrant. Et tout le monde a marre, je veux cette pension. Je sais que ça va marcher, je vais avoir mes embryons congelés. Et j'ai pu le faire. Alors la prière, la loi d'attraction marche énormément. Alors de base, je suis croyante, hein. Alors pas pratiquante, mais dans ces parties-là, j'ai besoin de prier. Alors je ne prie pas Jésus ou Dieu, je prie des anges. Je suis très ange, mais voilà, c'est pour moi, les anges, pour moi, il y a un quotidien pour moi, et mon ange, c'est ma grand-mère. C'est énormément énorme, parce qu'elle m'a soutenue tout le long de 2020. Pendant le Covid, elle était présente, même si elle est décédée en 2017, elle était présente et elle m'a sauvée.
Et aujourd'hui, je viens de le dire, les anges existent et je peux vous confirmer. Après, vous pouvez croire ou pas croire, mais ma grand-mère est toujours au quotidien avec moi et je prie souvent ma grand-mère, qui s'appelle Gabrielle Marcel. Elle n'aimait pas le prénom Marcel, mais elle adorait Gabrielle, c'est pour ça que c'est son deuxième prénom, on l'appelait Gabi. Et pour moi, c'est important pour moi aujourd'hui que ce moment-là, je l'ai priée parce que j'avais besoin d'elle en vrai, et elle a été là en vrai. Et chaque fois que j'ai besoin d'elle, elle est là en vrai, malgré que des choses qui sont passées et que j'ai su par des soins énergétiques. Mais elle me soutient au quotidien. C'est maintenant, j'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour toute ma vie. Même si des moments, c'était une grand-mère pas parfaite, mais au-delà de la perfection, au ciel, elle fait son travail de grand-mère et ça, pour moi, c'est énormément fort pour moi. Après, pas toutes les grand-mères et les anges de tout le monde, mais moi, ma grand-mère, c'est mon ange et ça, j'oublierai pas en vrai. Elle m'a encore sauvée, elle m'a encore donné le bonheur que j'ai attendu d'avoir mes 7 embryons pour l'instant. Et ça, j'oublierai jamais. Ça, j'oublierai jamais. Et ça, et c'est comme pendant le Covid, elle m'a sauvée et elle m'a appris beaucoup de choses sur moi et c'est ça qui m'a tournée. Mais voilà. Aujourd'hui, les larmes sont sorties parce que c'est énorme et que c'était très fort et j'accepte pas que la méchanceté des gens, mais il y en a des gens qui sont méchants, voilà, mais voilà, moi sur Instagram, j'ai beaucoup de personnes qui me critiquent jamais, mais la seule chose c'est que j'ai beaucoup de commentaires positifs, j'ai des pémètres, on se suit, j'ai changé beaucoup de comptes Instagram parce que j'ai eu un passé pas facile, mais j'ai des pémètres qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin, et encore mon nouveau compte maintenant qui marche pas mal parce que je me mets vraiment en valeur sur mon parcours, et sur les stories, je reste nature peinture, mais la seule chose c'est que j'ai des pémètres qui m'ont suivi, il y en a 2 qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin de mon parcours. Et on s'entraide et je lâche pas. Et une, elle est déjà maman elle est enceinte de 7 mois et je suis très contente pour elle. Franchement, je suis vraiment émue pour elle. Et quand elle m'en a raconté là, et elle m'a dit, je te cherchais et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte de 7 mois. Je suis très contente pour elle, elle le sait. Et mais voilà, et même si, il y a une autre aussi que je viens de rencontrer, elle est tombée enceinte grâce à la ponction. Moi, ça me touche énormément, cette personne qui réussit et qui se bat et qui, même s'il est galère avec les médecins, il se bat et ça, c'est important. Et quand les gens critiquent, comme la personne qui est enceinte de 7 mois, elle a eu son compte fermé par des personnes, je n'accepte pas ça. Je comprends pas en fait. C'est pas l'acceptation, c'est juste que les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais tu te bloques parce qu'elle est enceinte, mais elle a galéré comme toi en vrai. Et moi, je n'accepte pas ça. Après, voilà, c'est pas l'injustice ou quoi, mais voilà. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse pour elle et pour ça, j'ai envie de les mettre dedans parce que pour moi, elles sont là au mon quotidien. Elles m'aident aussi à me répondre et elle prend du temps aussi à écouter mes vocaux. Je parle souvent sur Instagram par vocaux. Je parle pas à l'écrit parce que j'ai du mal. De base, je suis dysphasique, c'est pour ça, mais c'est un combat tous les jours. Les SOPK, ma dysphasie, je me suis combattue jusqu'à maintenant. Mais en vrai, je suis très très forte de vous en parler de mon parcours parce que je suis très contente jusqu'à maintenant, jusqu'à ma pension, d'avoir combattu déjà. Et maintenant, il me reste une dernière partie, c'est le transfert. Et après, il y aura aussi la grossesse. Mais je suis très heureuse déjà d'avoir fait un grand pas avec mon compagnon parce que je suis pas seule dans cette affaire. Je voulais avoir une PMA toute seule parce que j'aurais pas pensé que je rencontrerais un homme merveilleux. Et j'ai trouvé l'amour parfait. Vous aussi, le témoignage de Tatiana vous a ému et vous souhaitez connaître la suite ? Alors rendez-vous pour une deuxième partie qui fera l'objet d'un deuxième épisode. J'en profite pour dire que le témoignage de Tatiana rappelle ce pourquoi j'ai créé ce podcast pour la santé des femmes. Car je dis, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Je souhaitais créer une communauté de femmes qui peuvent s'entraider, se soutenir dans la douleur, mais aussi dans la joie. Nous ne sommes jamais seuls, et c'est important de le savoir. J'ai moi aussi rencontré de nombreuses femmes via des applications lors de mes périples de santé, et je vous assure que ça fait du bien de parler. Et à bientôt pour un prochain épisode. État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques.
Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry.